octobre 2019, cette jeune matapésienne a grimpé les échelons un à un dans l'arène politique fédérale. Détentrice d'un baccalauréat en études internationales et langues modernes, elle a poursuivi son cheminement universitaire vers la maîtrise en relations internationales. Il faut préciser qu'avant son entrée en fonction, elle a occupé le poste de conseillère politique chez M. Pascal Bérubé de novembre 2018 à août 2019, c'est bien ça? Il bien fait mes devoirs, période qui fut pour elle un stage de premier plan qui allait bien sûr devenir son métier. D'ailleurs, M. Bérubé est avec nous, ce qui prouve que c'est pour elle un ami fidèle et un mentor. Voilà le lien spécial qui les unit ce matin. M. Bérubé, merci d'être là ce matin. Merci beaucoup. Bien que nous sommes en pleine semaine de relâche, elle poursuit son travail auprès des concitoyens et concitoyennes, prouvant chaque jour qu'elle a à cœur les divers dossiers de son coin de pays. Il y a un peu moins de 3 ans, elle a été élue vice-présidente du comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes. Mesdames et messieurs, Jean d'affaires de la Madanie et précieux partenaire, je vous demande d'accueillir la députée bloquiste du comté d'Avignon-la-Métis-Matane-Matapésia, Christina Michaud. Merci d'être là. C'est vraiment un plaisir de vous voir. Et je disais ça à quelques personnes tout à l'heure. J'ai beau parler devant des centaines de personnes de temps en temps, mais quand je suis chez nous devant mon monde, on dirait que c'est plus stressant parce que c'est vous, mon patron. Fait que c'est à vous que je dois des comptes. Alors c'est un petit peu stressant, mais je suis contente d'être là, même si on se connaît déjà pas mal. Il y a plein de choses certaines qu'on ne connaît pas du rôle de député. Alors je voulais faire un peu un petit résumé de qu'est-ce qu'on fait dans la Matanie, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2019, quelles sont nos aspirations pour la suite, nos projets, tout ça. Donc, merci, Denis, de nous donner cette belle opportunité de vous rencontrer et de jaser avec vous ce matin. Merci à Ghislain et Jérôme, qui sont deux de mes collaborateurs. Ghislain, vous le connaissez bien dans la Matanie avec moi depuis 2019, qui travaille sur des dossiers très importants avec vous. Donc, merci de votre aide pour cette présentation. Merci à Pascal d'être présent aussi. Denis le dit, j'ai commencé mon parcours politique avec Pascal, donc on s'est suivi depuis et on est rendu le seul duo bloquiste-péquiste au Québec, alors on travaille bien ensemble, c'est le cas de le dire. Donc, j'ai fait un petit PowerPoint, je me sentais dans les années de cégep, ce qui n'est pas si longtemps. Pour vous montrer un petit peu, pour donner un petit visuel aux mots que je vais dire aujourd'hui, je ne voulais pas que ce soit trop chargé, par contre, pour pas qu'on soit toujours en train d'être tourné vers la télé pour lire, mais quand même, ça donne des petites informations. Le fonctionnement, là, Denis me disait, on va faire une petite vingtaine de minutes où je vais parler, mais pour pas que ce soit trop lourd. Ensuite, on va faire une espèce de questions-réponses, donc conversation un petit peu plus interactive, puis par la suite, ce sera questions-réponses avec vous. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les garder pour ces 20 minutes-là à la fin. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais? Okay. Alors, peut-être un petit qui suis-je? Je pense que Denis l'a bien fait. Là, mon parcours, il n'est pas si long que ça, là, mais j'ai été élue en 2019, évidemment, réélue en 2021. J'espère que mes élections seront pour 2 ans, donc j'espère que la prochaine ne sera pas en 2023, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Évidemment, on est en situation de gouvernement minoritaire à Ottawa, donc tout peut arriver. Mais évidemment, on sera prêt pour la suite. Il y a peut-être un éléphant dans la pièce, par contre, le fameux redécoupage électoral, et on en reparlera. Il se peut qu'à la prochaine élection, Avignon-la-Métis-Matane-Matapédia ne soit plus là. Alors ça, évidemment, c'est un impact sur la région, mais aussi pour la suite des choses, donc on y reviendra. Je voulais quand même faire un petit résumé du rôle de député parce que des fois, on ne sait pas trop ce que ça mange en hiver, mais je sais pas si plusieurs d'entre vous étaient là pour la présentation de Pascal il y a quelques semaines, puis j'ai eu accès à son PowerPoint. Je sais qu'il a fait un beau résumé des rôles qu'on a à jouer. Et il a même utilisé des mots que je préférais aux miens, rôle de facilitateur notamment entre les gens de la région et le Parlement. C'est un peu ce qu'on a, mais je commençais avec le rôle de législatrice. C'est un peu le rôle qui nous prend le plus de temps à Ottawa. On est 26 semaines par année là-bas, donc la moitié de l'année, 5 jours semaine. C'est différent de l'Assemblée nationale qui, eux, sont là du mardi au jeudi, je crois. Nous, c'est vraiment du lundi au vendredi.
avec des réunions de caucus, de partis, tout ça, des réunions avec les intervenants, les groupes qui viennent nous rencontrer sur la colline parlementaire. Mais évidemment, on est aussi porte-parole de notre parti pour certains dossiers. Pour ma part, c'est la sécurité publique, la jeunesse, les changements climatiques. Alors, je siège sur un comité, ça c'est 6 heures par semaine, donc 4 heures par semaine, pardon, avec un peu de préparation évidemment, donc on ajoute des heures à ça. Aussi, on a à intervenir sur d'autres projets de loi qui ne touchent pas nécessairement nos dossiers. Donc ça, on arrive le matin à la Chambre des communes, puis on est en train d'étudier un projet de loi sur l'aide en temps de pandémie, par exemple. C'est pas nécessairement moi qui est la porte-parole sur ces dossiers-là, mais je dois savoir qu'est-ce qu'il y en est, je dois savoir qu'est-ce qu'on vote, quels sont les changements qu'on va apporter, évidemment. Donc, ça inclut beaucoup de travail, beaucoup de lecture là-dessus. Il y a énormément de dossiers qui sont travaillés chaque jour à la Chambre des communes, dans tous les comités. La Chambre siège là, de 10 h le matin à 7 h le soir, donc on se relaie. Il y a des moments où c'est moi qui est là le mercredi, jeudi, là, tout l'après-midi, la soirée, c'est moi qui est là, mes collègues à d'autres moments, donc on se relaie comme ça pour être environ toujours 5 à 7 personnes en chambre pour notre parti. Là, pour le Parti libéral, par exemple, ça va être un peu plus pour qu'on ait le quorum. Donc, ça vous montre que nos journées sont bien remplies quand on est à Ottawa. Sinon, chef d'équipe, je l'ai mis parce que je ne savais pas trop comment appeler ça, mais on a quand même une certaine gestion de ressources humaines à faire. J'ai 4 collaborateurs avec moi, 4 employés. Donc, vous savez ce que ça implique. Ceux qui sont entrepreneurs aussi, vous savez très bien. Donc, il y a ce rôle-là à jouer, un chapeau qui était tout à fait nouveau pour moi et dans lequel j'apprends encore. Évidemment, Ghislain est mon directeur de bureau, donc il m'appuie beaucoup dans les décisions que j'ai à prendre pour ça, mais ça reste aussi un grand parti du travail de député. Et évidemment, représentant de la population, on revient les 26 autres semaines par année, on est dans notre région. Vous savez que la mienne, elle est extrêmement grande, le territoire que j'ai à couvrir, de l'Éméchin jusqu'à Sainte-Luce-sur-Mer, jusqu'à Maria. Donc, assez grand, je ne peux pas être partout en même temps, mais j'essaie de le faire. Les gens s'attendent à nous voir et c'est bien normal. Donc c'est à peu près ce à quoi ressemble notre travail en général. Ghislain a mis quelques chiffres et je trouvais ça intéressant de vous les nommer. Là, depuis l'élection de 2021, c'est 249 votes en chambre, 294 interventions, que ce soit des questions à la période des questions ou justement quand on passe la journée à la Chambre, là, il y a toujours des projets de loi qui se débattent, donc on peut faire des discours, mais aussi quand les autres collègues font des discours, se lever pour poser des questions, faire des déclarations aussi qui sont toujours un peu plus personnelles ou à saveur régionale, par exemple souligner le départ à la retraite d'une personne ou des choses comme ça. 472 interventions au comité, évidemment, on parle encore plus en comité parce qu'on a tous un temps de parole. On pose des questions aux témoins qui viennent nous dire leur opinion sur les projets de loi qu'on étudie, par exemple, ou si on fait une étude en général. Par exemple, l'année dernière, j'avais convoqué une étude sur les gangs et les armes à feu à Montréal. Alors là, on a des experts qui venaient nous rencontrer, on leur posait des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour le travail. Nos communications aussi, je trouvais ça intéressant de vous le mentionner. Évidemment, il y a plein de choses qu'on fait, mais personne ne le sait parce que c'est pas nécessairement dans les médias, mais on essaie de reléguer le plus possible. On a la chance d'avoir au fédéral un bulletin parlementaire qu'on peut vous envoyer, que vous recevez par la poste, pas à chaque mois, mais presque, qui vous dit un peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui se passe à Ottawa, qu'est-ce qui se passe dans la circonscription. On en a fait une vingtaine depuis 2019. Un site web aussi où toutes les informations concernant le travail est relayée. On a fait ça avec Cube Noir et ils sont en train de faire une nouvelle version du site web qui sera encore plus facile d'accès. Donc ça, c'est super intéressant pour les gens aussi qui viennent nous rencontrer au bureau pour qu'on les aide avec un dossier d'assurance-emploi ou d'immigration, par exemple, pourront déjà faire une partie du travail directement sur le site web en ayant accès au formulaire, par exemple. Donc, ça sauve beaucoup de temps. Ça va être très plaisant. Ensuite de ça, plus de 140 communiqués de presse. Notre ancien journaliste ici pourrait sûrement en témoigner. On en envoie pas mal. Pas mal.
ce qui est nécessaire pour tenir au courant les gens d'ici de qu'est-ce qu'on fait. En moyenne, 4-5 entrevues, radio, télé, journal par semaine. Ça peut varier. Hein? Des fois, il y a des semaines où j'en fais une ou zéro. Il y a des journées... On s'est parlé souvent absolument. Quand même, il y a des journées où je peux en faire jusqu'à 10 là, sur un sujet. Alors ça, c'est aussi assez intéressant. Ça demande de la rigueur. Et oui, c'était très intéressant d'ailleurs au début de la pandémie. On faisait une mise à jour presque quotidienne là, sur ce qui se passait. Alors ça, c'était intéressant. Des centaines de lettres d'appui, félicitations, de sympathie, ça nous donne vraiment un lien privilégié avec le milieu, de voir qu'est-ce qui se passe. Jérôme ici nous fait une revue de presse régionale tous les matins pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la région, qui vient de recevoir un prix ou des choses comme ça. Alors, ça nous permet de féliciter ces gens-là ou leur demander s'ils ont besoin d'aide avec le fédéral, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un beau lien qu'on a avec la communauté également. Et on a inclus là-dedans affichage en partenariat publicité pour plus de 300 événements et publications. Ça, c'est un peu notre façon d'aider nos organismes communautaires, médias locaux. Malheureusement, comparativement à l'Assemblée nationale, on n'a pas de budget discrétionnaire, vous le savez. Et alors, c'est un peu notre façon d'aider les gens en faisant un échange de publicité. Donc, tant et aussi longtemps que vous affichez un roll-up là, avec mon visage dessus, vu mes informations, ben, on peut vous donner des sous. C'est un peu comme ça que ça marche, mais entre nous, c'est un peu comme ça qu'on peut vous aider à mettre sur pied les événements et tout ça. Donc, depuis 2019, je pense, Ghislain, c'est plus de 170 000 $ quand même, là, à coût de 150 à 500 $. Là, donc, on est bien fiers de ça. C'est notre façon de pouvoir sortir des sous de notre budget. C'est la seule façon de le faire pour les organismes communautaires d'ici. Alors, voilà. Alors, on voulait vous faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est le gouvernement fédéral en général. Il y a plusieurs choses qui se passent là-bas à Ottawa qui semblent bien loin de chez nous et qu'on n'a pas vraiment d'interaction avec, que ce soit les Forces armées canadiennes, par exemple, ou le CRTC. Il y a énormément de ministères et d'organismes, plus de 200. Nous, au quotidien, c'est peut-être un peu plus au provincial ou au municipal. Ça nous touche tous les jours, mais il y a des ministères qui sont très importants au fédéral, mais avec lesquels on a moins d'interaction peut-être. Alors, je vous ai mis ceux avec lesquels on a plus d'interaction, justement, avec qui les gens viennent au bureau pour avoir de l'aide, souvent concernant ces trucs-là. Alors, la pension de la sécurité de vieillesse, assurance emploi, les passeports, vous savez, la crise qu'on a eue il n'y a pas tellement de temps, Post Canada, l'allocation pour enfants, l'Agence du revenu du Canada, Patrimoine Canada, qui offre énormément de programmes pour des projets, justement, ici, on l'utilise beaucoup. Immigration Canada, c'est probablement ce qui nous prend plus de temps, et quand je dis nous, c'est pas mal Ghislain et Jérôme, là, ça paraît pas, mais on a quand même pas mal de personnes issues de l'immigration qui arrivent en Matanie, dans la région, et c'est toujours compliqué. J'ai pas vu un cas d'immigration qui était simple. Les dossiers se perdent dans les bureaux d'immigration Canada, les suivis sont pas faits. Alors, on est un peu un relais entre les deux là, pour s'assurer que les suivis soient faits et que les dossiers réussissent à aboutir. Là. C'est vraiment pas toujours facile et c'est vraiment pas partisan et politique de dire que ce ministère-là fonctionne pas du tout. Il devrait être mis à jour. Là. C'est seulement un fait et tout le monde pas mal le reconnaît. Sinon, Développement économique Canada, que vous connaissez certainement, la GRC, les services frontaliers, Affaires autochtones, bon, puis les Forces armées canadiennes, on a eu quelques cas, mais quand même, c'est pas mal ceux avec quoi on travaille le plus. Et évidemment, les programmes de subvention. Quand vous avez affaire avec nous, la communauté d'affaires, c'est souvent pour aller chercher des sous. Et c'est bien correct, là. La plupart des gens qui viennent cogner à notre porte, c'est pour avoir de l'argent, puis on comprend ça, puis on veut les aider. Là où on a le plus de pouvoir décisionnel, je vous dirais, c'est avec les programmes Emploi d'été Canada, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés aussi, qui a aidé pas mal de monde chez nous. Là, depuis 2019, Nouveaux Horizons pour les aînés, c'est un peu plus d'1,5 million de dollars qu'on a eu dans la communauté. Ça peut aller des subventions entre 500 jusqu'à 25 000 $ pour des
des projets qui vont aider les aînés à socialiser. Puis ça passe par n'importe quoi, autant pour un groupe de 50 ans et plus qui vont acheter des iPads, par exemple, qu'une municipalité qui veut refaire un parc ou changer les fenêtres d'une salle communautaire, justement, où les personnes âgées se rassemblent. Alors, plein de projets sont admissibles dans PNHA et c'est un programme qui est bien apprécié chez nous. Et là où on a un pouvoir décisionnel, c'est surtout de faire des lettres de recommandation, mettre la pression sur le gouvernement pour que tel projet soit accepté. C'est un petit peu là où on peut jouer un rôle. Emploi d'été Canada, le rôle est un petit peu plus grand, justement, là, et c'est pour ça qu'on invite toujours les gens à venir nous le dire si c'est important pour eux d'avoir. Évidemment, quand vous remplissez des centaines de papiers de formulaires, c'est important pour vous d'avoir la subvention. Mais des fois, quand vous nous donnez un petit coup de fil pour dire moi, j'en ai vraiment besoin de 2-3 emplois, sinon ça ne fonctionne pas pour l'été. Là, après ça, on sait où sont les besoins dans la communauté et c'est comme ça qu'on peut aider les fonctionnaires à dire telle entreprise, oui, c'est classé selon tel critère, mais nous, on pense qu'ils devraient vraiment l'avoir. Alors, on peut jouer un petit peu avec les sous qui sont donnés. Évidemment, à chaque année, il y a le double de demandes pour le montant d'argent disponible. Donc, c'est toujours des choix difficiles à faire. On essaye de satisfaire tout le monde, mais bon. Que voulez-vous? Alors, depuis 2019, plus de 3,3 millions de dollars qui ont été investis dans la communauté, qui mettent à l'emploi des jeunes aussi. Alors ça, c'est super intéressant. J'ai vu des entreprises qui employaient des jeunes et que le jeune voulait revenir en région par la suite pour continuer de travailler à cette entreprise-là. Alors ça, c'est super intéressant pour le retour des jeunes en région. On n'a pas les chiffres encore pour 2023, ça s'en vient très bientôt. Je peux vous dire que pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, c'est un record des 4 dernières années, 19, 20, 22, 23, ouais, 4 dernières années, donc on est vraiment contents. Et les gens qui reçoivent l'argent sont très, très contents aussi. Sinon, évidemment, il y a plein de subventions et de programmes de subventions et vous en connaissez plusieurs. Et il faut dire que nous, j'essaie toujours de l'expliquer comme ça. Là, on ne peut pas s'attendre qu'un député va prendre sa baguette magique et mettre une piscine quelque part ou un centre sportif. Les projets viennent du milieu. C'est vous, c'est les municipalités, c'est les organisations qui arrivent avec des idées, qui veulent mettre en place des projets. Et ensuite, la décision finale, elle est prise au gouvernement. Souvent, c'est des programmes partagés, vous le savez, entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Si Québec dit oui, Ottawa dit oui automatiquement, c'est ce genre d'entente-là. Alors, évidemment que le projet ne vient pas de nous et on n'a pas la décision finale, mais on peut faire un petit travail d'entremise entre les deux pour s'assurer que les projets les promoteurs reçoivent des suivis, qu'on appuie devant le gouvernement l'importance du projet pour la communauté, etc. Donc, jamais je vais m'approprier un projet qui s'est réalisé pendant que j'étais en mandat, mais on est très fiers, par exemple, de collaborer avec les gens du milieu pour certains projets. Alors, on en a répertorié quelques-uns, et là, je vais peut-être trop vite. Non, c'est ça. On a donné quelques exemples de programmes qui sont souvent utilisés, le FCRC. Et là, je vais ressortir mes... C'est quoi FCRC, juste là? Fonds canadien de revitalisation communautaire. Bon. Ça, les programmes avec le Développement économique Canada, je pense que plusieurs d'entre vous étaient à la réouverture de la boulangerie Toujours Dimanche, qui a reçu une belle subvention de DEC aussi, l'épopée gaspésienne, la ferme citoyenne de la Matanie, centre communautaire de Saint-Ulrich. Alors, plusieurs projets quand même qui ont reçu de belles subventions. Ça, c'est intéressant. Je n'ai pas mis les montants exacts là, que les gens avaient reçus, mais des montants assez substantiels. Et des fois, il y a des ententes provinciales, fédérales qui font en sorte que c'est Québec qui donne la subvention, mais il avait déjà reçu de l'argent du fédéral par en arrière. Donc, après ça, c'est assez difficile de dire qui vient de qui, qu'est-ce qui vient de qui, mais bon. Ensuite, pour le développement du réseau Internet, réseau cellulaire, il y a 5,6 millions qui ont été investis dans les derniers mois pour qu'on espère, le long de la 195, soit réglé imminemment. L'aide pour la pandémie, je ne voulais pas trop revenir là-dessus là, parce qu'on a l'impression qu'on a passé à autre chose pas mal, mais il y a quand même beaucoup d'aide injectée pour les entrepreneurs, pour les entreprises, pour les travailleurs. Alors on peut le compter là-dedans quand même.
Sinon, si je regarde les projets en cours, il y a l'édifice René Tremblay. Ça, on en parle depuis bien avant que je sois arrivée en poste, mais on en a parlé particulièrement à l'élection de 2019. Et là, depuis ce temps-là, moi, j'essayais d'avoir des nouvelles. Qu'est-ce qui se passait avec ça? Vous savez que l'édifice était plus adapté pour la réalité du travail qui se fait là en ce moment. Alors là, il y avait différents scénarios à l'étude. Est-ce qu'on achète un nouveau bâtiment? Est-ce qu'on construit un nouveau? Est-ce qu'on déplace les emplois? Est-ce que le fait que ça stagne, on va perdre des contrats, donc on va perdre des emplois parce que là, il faudrait avoir plus d'espace? Alors, il y avait énormément de questions et on a essayé d'aller au bout de ça et d'avoir des réponses. Et ça n'a pas été très facile. On n'a pas eu la collaboration du gouvernement là-dedans, malheureusement. Alors, on a dû passer par une demande d'accès à l'information, comme les journalistes vont faire. Et c'est comme ça qu'on a obtenu nos réponses. On a mis la main sur le rapport qui a été fait, qui n'avait pas été rendu public encore, et qui nous confirme qu'il y a 22 millions qui vont être investis pour rénover l'édifice. Alors, ils ont choisi ce scénario-là après avoir fait des années d'études. L'édifice va être rénové pour être mieux adapté aux besoins et ça confirmait qu'ils allaient continuer de recevoir les contrats pour la suite. Alors, les emplois étaient consolidés. Alors, c'était quand même une très bonne nouvelle que j'étais contente de voir pour la région parce que c'était en suspens depuis des années. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver avec ce maudit bâtiment-là. Alors, finalement, on a la réponse et c'est somme toute rassurant. Pascal vous a peut-être parlé du projet avec le quai de Les Méchins, le quai de Baie des Sables. Évidemment, il y a énormément de gens qui nous parlent de leur projet, que c'est en cours. Alors, on veut s'assurer d'aider là-dedans. Le complexe aquatique de Matane, vous en savez certainement quelque chose. Puis la garde côtière d'hier que j'ai rencontrée à quelques reprises, qui ne sont pas du tout financés. C'est du bénévolat. Là. Les gens, pour aller en mer, pour aller secourir des gens, achètent eux-mêmes leur uniforme. Là. On en est là. Alors, pour les frais qui sont reliés aux équipements, c'est des frais extrêmement importants qu'ils ne peuvent pas supporter. Alors, bon, il y a énormément de projets comme ça sur lesquels on travaille. Comme je disais, ce n'est pas des projets qui viennent de nous, c'est des projets qui viennent du milieu. Et les gens ne nous parlent pas toujours des projets qui sont en cours. Et c'est correct, là. Des fois, tout va bien, puis on n'a pas besoin de mettre la députée dans le coup, mais je pense que c'est un bon moment aujourd'hui pour vous dire, n'hésitez jamais à venir cogner à notre porte si jamais vous n'avez pas de suivi dans vos dossiers, demande de subvention au fédéral. Nous, on peut toujours aller avoir une ligne directe avec le gouvernement, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est, quel programme s'en vient, tout ça. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Bien, énormément de choses. Et là, je me rends compte que je n'ai pas regardé mes notes du tout et que je dois avoir passé mes minutes déjà. Ah, ouais, on arrive. Évidemment, il y a énormément de choses sur lesquelles on travaille à Ottawa, que ce soit par mesure législative ou réglementaire, et qui ont des impacts sur la région. Il y a le projet de loi pour le transfert des entreprises intergénérationnelles pour les entreprises agricoles. Il y a eu des choses qui se sont faites récemment et c'est très bien, mais il y a encore des petits accrochages entre Québec et Ottawa notamment, qui font en sorte que c'est encore difficile là, pour un papa qui veut léguer sa ferme à son gars. Là. Fait que, ce genre de choses-là, c'est un travail constant qu'on fait à Ottawa, pas nécessairement moi. Mon collègue qui est porte-parole en matière d'agriculture, par exemple, pourrait vous en parler en détail, mais c'est ce qui fait une équipe. Hein? On a chacun nos dossiers et on milite pour ça à Ottawa constamment. Mais j'ai mis des choses un petit peu plus spécifiques pour la région. Faciliter le processus d'immigration. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, de vieillissement de la population. Évidemment, l'immigration, ce n'est pas la seule solution à ça, mais ça peut en être une. Ça peut faire partie de la solution. Et en ce moment, c'est tellement complexe de faire venir des gens ici. Vous l'avez vu avec le cégep de Matane, à quel point les étudiants étaient acceptés, mais Immigration Canada ne leur donnait pas les visas. Toujours compliqué avec la bureaucratie. Donc, faciliter le processus d'immigration en général, que ce soit pour la citoyenneté, les visas, peu importe, les réfugiés. On a eu des cas d'Ukrainiens qui sont dans la région, hyper complexes, tout démêler ça. Et on s'imagine bien que ces gens-là sont partis de la maison assez rapidement avec pas grand-chose dans leur baluchon, alors d'aller chercher les papiers officiels, tout ça. Donc,
mettons que Immigration Canada nous met un petit peu des bâtons dans les roues pour régler des choses qui sont un peu plus faciles dans la région. On a aidé des entreprises, je les avais notées, Fruits de mer de l'Est, le Cégep aussi. Ça, c'est pas rare que les entreprises vont nous contacter pour dire là, j'ai des travailleurs qui s'en viennent, puis c'est bloqué. Là. Fait que aidez-nous parce que nous, on en a besoin. Fait que c'est le genre de travail qu'on peut faire pour les gens. Puis j'ai pas parlé du travail quotidien qu'on fait dans les bureaux, là, mais c'est beaucoup ça le travail de député et que mes collaborateurs font. Les dossiers d'assurance-emploi sont en recrudescence en ce moment. Là, les gens ne reçoivent pas leur chèque. Bon, pourquoi? On ne sait pas, on appelle. C'est tous des dossiers comme ça qu'on a à gérer. L'allocation pour enfants, énormément de choses. Évidemment, l'assurance-emploi, je ne l'ai pas écrit, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a hâte d'avoir un projet de loi, tout simplement parce qu'il faut une réforme. Sinon, améliorer l'offre de transport aérien et ferroviaire régionaux. J'ai essayé de mettre des choses qui touchaient plus la Matanie, mais ça, je pense que c'est global. Donc, évidemment, ça touche la Matanie. J'ai rencontré Pascan, PAL Airlines récemment pour voir quelle était leur intention par rapport à notre région. Pascan a annoncé une très bonne nouvelle. L'offre des vols directs Montjoly-Montréal. Donc, ça, c'est bien, mais il faut s'assurer qu'on ait un transport régional adéquat, que ce soit aérien, ferroviaire. Bon, le train ne se rend toujours pas en Gaspésie. C'est pas facile dans tous ces domaines-là. Alors, ça, c'est sûr que c'est un travail constant pour nous, qu'on veut avoir des belles réalisations pour la région. Puis je pense que le gouvernement fédéral a une responsabilité là-dedans, s'assurer que les gens des régions puissent avoir accès aux grands centres facilement. Ça fait partie de notre bien-être économique, donc je pense que c'est important. Mieux soutenir le secteur des pêches. Je ne sais pas si vous avez entendu aux nouvelles, la ministre des Pêches est dans le coin, est aux îles de la Madeleine aujourd'hui, je crois, pour rencontrer les pêcheurs. C'est une économie importante quand même pour l'Est du Québec, les pêches, et quand les pêcheurs apprennent à quelques jours d'avis que leur pêche est suspendue parce que bon, la ressource est pas là, puis il y a des preuves scientifiques et c'est tout à fait correct, mais quand on apprend ça aux pêcheurs, il faudrait peut-être qu'il y ait des solutions de rechange pour eux, des indemnisations, si on veut, parce que c'est toute une partie de l'économie qui en souffre. Alors c'est des choses sur lesquelles on travaille et on a des petites idées pour les entrepreneurs spécifiquement. D'investir dans la recherche et le développement, ça c'est essentiel. Je pense qu'on a des beaux centres de recherche au Québec, mais on peut les soutenir davantage, ça c'est certain. C'est des idées qui viennent de notre équipe économique au Bloc québécois. On a quelques économistes et ils ont des super idées, comme celle de mettre en place un régime d'accès à l'entrepreneuriat qui serait similaire au régime d'accès à la propriété. Donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'on pourrait aller vers une définition légale du travailleur autonome, un crédit d'impôt pour le développement rural? C'est toutes des idées qu'on désire apporter au gouvernement fédéral et qu'on espère qu'ils pourront voir le jour. Alors, c'est un peu ça. Je pense qu'on est rendu aux questions-réponses, Denis, et j'ai mis quelques défis qu'on a et qu'on va sûrement aborder dans les questions-réponses. Bon, la réalité post-pandémie, on le sent beaucoup avec la hausse du coût de la vie, l'inflation, la pénurie de main-d'œuvre, on en a parlé, le vieillissement de la population. Accès au logement, c'est une réalité, oui, dans les grands centres, mais aussi en région, puis ça, on l'oublie. On dirait que les enveloppes budgétaires s'en vont toujours dans les grands centres et pas nécessairement chez nous, alors qu'on en a tout aussi besoin. Le transport régional, j'en ai parlé. Et l'adaptation et la lutte au changement climatique, ça va nous coûter des centaines de milliers, et c'est pas des milliards de dollars dans les prochaines années pour s'adapter. On est des régions côtières, alors évidemment qu'on sera touché avant tout par l'érosion côtière. Alors, il y a de l'investissement à mettre là-dedans pour s'adapter. On est rendu là, malheureusement, s'adapter parce que les effets des changements climatiques nous touchent déjà. Et ça va affecter notre économie, évidemment. Alors, c'est un défi pour les prochaines années pour notre région. Voilà. Est-ce qu'on peut poser Mme Michaud? Merci. Assurément, il y a énormément de questions. On va en prendre également du public si préparez tout ça dans votre tête. En attendant, je pense qu'il faut en parler tout de suite. Le découpage électoral, ça nous inquiète. On se pose la question, qu'est-ce qui arrivera si on décide vraiment d'éliminer le comté d'Avignon, l'amitié ce matin de Matapédia? Est-ce qu'on aura la même représentativité également à Ottawa? Qu'est-ce qui va se passer pour notre coin de pays? Merci, Denis. Très bonne question. Et, mon Dieu, je travaille là-dessus depuis l'été dernier.
Et là, on est entre nous ce matin. Je vous dirais que c'est un petit peu décourageant de mener ce combat-là. C'est un combat qui revient tout le temps. Les gens avant moi qui étaient là il y a 10 ans l'ont mené aussi. Il faut tout le temps se battre pour sauver le poids de notre région, que ce soit le poids politique ou autre, l'accès aux services. On a vu des fermetures après fermetures dans les dernières années. Alors, c'est un peu décourageant de devoir être là encore, mais évidemment, on a un combat à mener et ça, c'est pour l'accès aux services à la population. Je vous disais un peu qu'est-ce que les bureaux de députés font, là. Et je pense qu'on est 3 députés au Canada à avoir plus de 3 bureaux de circonscription. Moi, j'en ai 4, une dans chacune de mes MRC, et c'est pas anodin, c'est pour que les gens n'aient pas 2 heures de route à faire pour aller signer une déclaration pour qu'on puisse regarder leur dossier d'assurance-emploi, ce genre de choses-là, pour qu'il y ait un accès facile à nos députés. Le contraire est aussi vrai. Ottawa, chez nous, c'est 9 heures de route environ. Je vous disais que je suis là la moitié de l'année. Quand je reviens à la maison, si j'ai 2 heures de route à faire pour aller à une activité ou pour aller à la rencontre des commettants, c'est pas productif, mais c'est la réalité de notre région. Et ça, on a l'impression que dans le rapport sur le redécoupage électoral, c'est pas pris en considération, cette réalité terrain-là. Alors, on a des commissaires indépendants nommés par Élections Canada qui délimitent pour s'assurer que toutes les circonscriptions au Canada soient à peu près égales en nombre. Alors, il se fie vraiment au quotient électoral. Au Québec, il faudrait qu'il y ait environ 109 000 personnes par circonscription. Ça peut être 25 % au-delà de ça, 25 % en dessous. Et ils ont d'autres considérations, évidemment, à prendre dans la loi. Je le disais, le vaste territoire, le respect des communautés d'intérêt. Et Eddie pourra le dire, là, quand il est venu témoigner devant la commission. Au départ, là, ce que la commission proposait, c'est de scinder la Matanie en 2. Le Matane était d'un bord, puis les municipalités du reste de la Matanie de l'autre bord, là, dans 2 circonscriptions fédérales différentes. Et ça, c'est pas productif pour personne parce que là, on sait que toutes les municipalités travaillent ensemble au sein d'une même MRC, tout le monde se connaît, ça facilite le travail. Donc, de séparer ça, c'était un enjeu. Alors, cette notion de communauté d'intérêt-là était extrêmement importante, toujours pas considérée. Et alors, on a fait valoir ces points-là parce que, comme je le disais, les commissaires se fient à la population au final. Et au Bas-Saint-Laurent, dans l'Est du Québec, il y a un peu moins de monde qu'ailleurs, mais c'est extrêmement grand. C'est des régions ressources. On fournit le reste du Québec dans plein de domaines. Alors, je pense qu'il faut prendre ces considérations-là en compte. Si c'était que mathématiques, on pourrait mettre tout ça dans une machine, puis il nous ferait des belles lignes sur une carte. Mais justement, il y a des choses que quand tu regardes une carte, tu ne peux pas voir. Les liens entre les municipalités, les communautés d'intérêt, tout ça, les distances entre les différents points. Donc c'est ça. On est rendu au processus où vous avez peut-être vu, il y a eu le premier rapport cet été, les audiences publiques où beaucoup de personnes de la région sont allées témoigner devant les commissaires et je suis très reconnaissante de ça d'ailleurs. Et il y a eu un second rapport qui a été publié le 1er février dernier qui maintient la décision de supprimer la circonscription. Et la prochaine étape, la semaine prochaine, je serai convoquée devant un comité parlementaire pour expliquer à nouveau pourquoi je suis contre cette proposition. Et j'amène dans mon sac à dos des résolutions de municipalités, de la table, des élus du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie également, le sénateur de la région du Golfe, tous les députés, plusieurs intervenants régionaux, des groupes citoyens qui ont fait des lettres d'appui également. J'amène tout ça pour démontrer encore une fois que c'est pas juste le combat d'une seule personne qui perdrait son poste, là, c'est le combat de toute une région, de toutes les formations politiques aussi, parce que pour déposer une objection à ce que je vais faire la semaine prochaine, ça me prenait 10 signatures de députés et je suis allée chercher des signatures de députés de chaque parti représenté à la Chambre des communes. Alors j'ai évidemment Mme Leboutillier, M. Généreux du Parti conservateur, j'ai le NPD, le Parti vert, j'ai un indépendant également, des élus du Bloc québécois. Alors je trouvais ça important de démontrer à la commission que c'est pas seulement c'est pas un enjeu qui est partisan, là, ça transcende les couleurs politiques. On se bat vraiment pour le poids politique d'une région. Parce que si on regarde ça aller, là, on propose la suppression de cette circonscription-ci. Donc, de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine, on passe de 4 à 3 représentants.
Dans 10 ans, ça va être quoi si on se dit que la majorité de l'immigration va aller dans les grands centres et dans une moindre mesure chez nous, ben dans 10 ans, on va en enlever un autre, puis dans 20 ans, il va y avoir un seul représentant pour l'Est du Québec. Alors, comment on fait valoir les intérêts de notre région si on est de moins en moins de représentants dans un Parlement où le nombre de députés augmente, parce qu'évidemment, on continue d'en créer en ville des circonscriptions, même si c'est 2-3 coins de rue, parce qu'il y a plus de monde. Alors, c'est le combat qu'on mène pour le moment. La décision finale est prise par les commissaires. Elle sera prise en septembre 2023 et à partir de là, c'est le directeur général des élections qui met cette décision-là en place, donc fait les changements nécessaires. Et ça prend à peu près 7 mois là, pour changer les cartes, tout ça. Donc, mettons qu'il n'y a pas d'élection parce qu'on est en gouvernement minoritaire, on ne l'oublie pas, alors ça se peut que des élections surviennent. S'il y a des élections qui surviennent avant que ce 7 mois-là, mettons que ça nous met en avril 2024, s'il y a des élections avant ça, ben, le comté serait là pour la prochaine élection. Donc, il y a ça à prendre en considération. Mais ça serait mis en place pour les prochaines années quand même. Alors, le but, c'est que la décision change, que la commission revienne sur sa proposition et décide de laisser la circonscription telle qu'elle. Pour ça, c'est possible. Il y a des éléments dans la loi qui permettent de donner des statuts d'exception à des circonscriptions. C'est ce qui est arrivé il y a 10 ans, quand c'était Jean-François Fortin qui était là. On était en dessous là, du 25% du quotient électoral, mais c'était à peu près 26 points quelques pourcents. Alors la commission a dit on va vous donner un statut d'exception. Et là, la population a baissé depuis ces 10 années-là. Alors on est trop en deçà pour qu'ils donnent le statut d'exception selon ce qu'ils disent. Alors on va quand même mener le combat jusqu'au bout pour notre région, mais ce que ça voudrait dire essentiellement, c'est qu'on perd de la représentativité, on perd des services aussi pour les citoyens, on perd l'accès un peu plus facile aux députés. Puis je le dis souvent, en ville, 2-3 coins de rue, vous en avez 2-3 bureaux de députés, vous avez un bureau de Service Canada, un bureau de Passeport Canada, accessible, il y a les métros, il y a les transports en commun. Ici, si tu es dans un village un peu plus éloigné, puis il n'y a pas de bureau de député, puis Service Canada, Matapédia, il est ouvert un mercredi par mois de 10 à midi, puis de 2h à 3h quasiment, là, ça ressemble à ça. Il y a évidemment Service Canada ici à Matane, mais pour quelqu'un qui est dans une région plus éloignée, c'est pas facile d'accès. Donc, c'est ça concrètement que ça veut dire, puis c'est ça pourquoi on se bat pour maintenir la circonscription. Je me suis un peu étendue, là, mais je trouve que c'est un sujet qui mérite de... Il fallait en parler, puis je veux dire, et on suivra le dossier de près, bien sûr. On vit dans un magnifique coin, on le sait, on a une région splendide, on a des gens dynamiques, on le voit ici dans différents domaines. On souhaite voir notre coin de pays grandir, voir d'autres entreprises s'ajouter dans notre parc industriel. On a tout ce qu'il faut au niveau ferroviaire, également portuaire. On a surtout des gens dynamiques, des organismes aussi bien impliqués auprès des gens, mais il faut l'aide davantage au niveau du gouvernement. Est-ce qu'on sait qu'il y a eu de l'aide, vous l'avez dit tout à l'heure, à différents entrepreneurs qui ne l'ont pas eu facile dans les dernières années, derniers mois. La prochaine année est importante. On sait que l'économie est fragile, mais on a besoin d'avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus du côté d'Ottawa, de votre côté, pour faire qu'on aide davantage nos entrepreneurs, qu'il y ait d'autres programmes là, spécifiques aux régions? C'est une très bonne question. J'ai dit le nombre de ministères, organismes, tout ça tout à l'heure, qui était au-dessus de 200. Pour le nombre de programmes, c'est encore plus. On dirait que des fois, trop, c'est comme pas assez. Est-ce que c'est plus de programmes qui nous aident? Mais définitivement, une aide davantage ciblée. Ça nous aiderait. On le voit dans plusieurs domaines. Le fait qu'on ait des trucs mur à mur là, à la grandeur du Canada, alors que le Québec et ses régions est complètement différent de d'autres régions du Canada, ça nous aide pas. Alors, d'avoir cette spécificité, cette pensée pour les milieux un peu plus ruraux qui veulent continuer de se développer, je pense que ça pourrait être extrêmement important. Vous l'avez dit, on a des gens dynamiques et ça part d'eux, évidemment. Ça prend des gens qui veulent lancer des projets, des promoteurs, tout ça. Et après ça, il faut que le gouvernement embarque dans ces projets-là. Et c'est toujours une question d'investissement, une question d'argent. Mais quand même, je pense que d'avoir cette pensée particulière pour la particularité de notre région,
je pense que ce serait une bonne chose. Et malheureusement, le gouvernement ne l'a pas toujours. Et je prends, pour exemple, la ministre des Pêches qui est ici. Bon, c'est bien normal, là, le Canada est un pays bilingue et c'est pas tout le monde qui parle français, mais c'est quand même une barrière hein, quand on a une ministre qui devrait connaître les enjeux du coin, de la région, la réalité terrain, qui ne parle pas la langue, ben là, c'est un petit peu difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est pas seulement un enjeu de langue, mais c'est d'avoir des gens qui viennent directement sur le terrain, qui connaissent la réalité et qui sont capables d'adapter justement leur programme. Alors, je pense que ce serait mieux comme ça. Dernière question, juste avant de laisser la parole au public. Le tourisme est extrêmement important, et je dirais annuellement, parce qu'on le prouve de plus en plus, l'hiver également avec les motoneigistes qu'on entendait tout à l'heure, c'est l'exemple frappant. Comment on peut aider davantage une région comme la nôtre, justement, pour bonifier le tourisme quand on pense que la Gaspésie est une des destinations favorites et que Matane fait partie de la Gaspésie, si on s'entend d'un côté. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a de belles entreprises qui naissent chez nous, parce qu'on peut justement forcer davantage pour aider ces entreprises. Absolument. Et j'ai rencontré Joël Ross de Tourisme Gaspésie qui me disait que son budget n'avait pas été indexé depuis des années. Alors, ça commence certainement par là, dans la part du gouvernement fédéral. Et on vante donc la Gaspésie et Bas-Saint-Laurent comme ce sont de belles régions au Québec, mais il faudrait justement les aider à recevoir les gens et c'est un peu les députés, on est un peu des agents de développement. Là. On reçoit vos propositions puis on essaie de les mener au gouvernement pour qu'ils acceptent ces propositions-là. Et quand on voit des gens qui veulent faire du tourisme 4 saisons, par exemple, mais c'est le genre de choses qu'on veut pour notre région, alors évidemment, c'est encore une question d'investissement. Mais si on veut les garder belles et accessibles, ces régions-là, ben, il faut investir. Puis, c'est ça, c'est plate, hein? C'est tout le temps une question d'argent, mais c'est un peu ça pareil. Et voilà, moi je me sens pareil comme dans le temps de la radio, c'est beau, j'ai le feeling que je suis en onde en ce moment. Je me sens gâté. Ah, c'est plaisant de revivre ces moments-là. Merci beaucoup ce matin pour cette rencontre très importante. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses également. Et là, je vous laisse la parole pour ceux et celles qui aimeraient discuter. Monsieur Bélubé, vous mangez, là, je sais que je vous dérange en plein déjeuner. Vous voulez que je pose une question? Ben, oui, bien sûr. Allez-y, on vous écoute, monsieur Bélubé. Non, je n'avais pas de question, mais je veux préciser que l'Assemblée nationale au complet appuie la préservation du comté d'Avignon, la métisse Matane-Matapédia. Je veux aussi préciser que c'est très agréable, deux députés dont le personnel travaille étroitement ensemble. Quand on reçoit une demande qui touche le fédéral et vice-versa, j'ai déjà travaillé avec Ghislain à mon bureau. Cette collaboration est faite pour beaucoup au quotidien. Et la partie, Christina l'explique bien, la partie la plus importante de notre travail, elle n'est pas médiatisée, elle est au quotidien avec des citoyens. Donc, en ce sens-là, je veux saluer un travail assez exemplaire du bureau de Christina. Donc, je n'ai pas de questions, sinon pour dire que le fédéral, c'est quand même la moitié de l'argent qu'on envoie en taxes et en impôts. Alors, c'est important que ça nous revienne. Moi, j'aimerais mieux qu'on ait tout l'argent au Québec, mais je suis prêt à venir en débattre n'importe quand. J'aime beaucoup cette dernière phrase, très importante. Monsieur le maire, je vous donner la chance de parler parce que, assurément, il y a beaucoup de dossiers qui vont avec les dossiers municipaux. De votre côté, avez-vous une question à la députée? Non, écoute, c'est plus un commentaire par rapport à la circonscription. Ce qui rajoute à l'insulte, c'est que notre circonscription est carrément déménagée dans l'ouest de la province. Puis que ce que j'ai amené justement lors de la commission, pourquoi ils ne tiennent pas compte de l'indice de vitalité économique d'une circonscription? C'est vraiment insultant de perdre une circonscription juste par un petit facteur de quotient au lieu de tenir compte de la réalité au niveau de vitalité économique d'une région. Absolument, vitalité économique aussi. Puis les derniers chiffres des dernières années sont encourageants. Somme toute, le bilan migratoire est positif au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, dans nos régions. Demandez-le aux maires des municipalités. Il n'y a plus trop de maisons à vendre. Là, ça se vend bien. Donc, il y a des gens qui reviennent. Puis ça, je pense qu'on doit le prendre en compte. Puis la santé économique et tout ça. Comme je le disais, si on n'avait pas à prendre ces autres éléments-là en compte, l'intelligence artificielle est assez avancée pour qu'on puisse mettre tout ça dans une machine et il nous aurait dit, ben voici telle circonscription, voici telle autre. Alors, je
Je pense qu'il faut avoir ce souci-là. Et quand les commissaires étaient là, moi, je suis allée à Gaspé la première journée pour les audiences, puis le lendemain, c'était à Matane. Et là, les commissaires étaient shakés d'avoir fait la route par Murdochville, puis il manque le réseau, puis c'est loin. Bien, ça, c'est notre réalité quotidienne, nous, pour aller à la rencontre de nos commettants. Et là, vous voulez mettre Matane dans une même circonscription que Gaspé, Percé, les îles de la Madeleine. C'est incroyable quand même. Là, on ne prend pas en compte la réalité de ce territoire-là qui est vastement occupé. Et ça, c'est une différence importante. Quand on amène la notion du vaste territoire devant les commissaires, ils nous disent « Oui, mais l'Abitibi aussi, c'est grand, c'est des centaines de kilomètres carrés, vous, c'est juste 15 000. » Oui, mais c'est parce que regardez la carte, puis les points où les populations sont concentrées, là, le député n'a pas à faire le tour des centaines de kilomètres à toutes les semaines. Là, nous, si je voulais rencontrer un conseil municipal par semaine, ça me prendrait plus qu'un an. Là, ça fait du monde à aller voir partout sur le territoire. Alors ça, c'est un élément important qui n'est pas suffisamment pris en compte, à mon avis. Et ce que tu as dit, Élie, je suis absolument d'accord également. Fait que c'est un peu frustrant, comme je disais. Là, nous, on le sait, puis on le dit à ces gens-là, mais c'est pas important pour eux en direct. Oui, puis les commissaires, à un moment donné, ils disaient comment on peut intégrer l'indice de vitalité économique à l'intérieur de cette formule-là de quotient. Mais justement, ils sont capables d'engager d'ex-juges retraités pour être des commissaires, mais ils sont capables de s'engager des gens pour arriver à trouver une formule qui tiendrait compte de la réalité au niveau de l'indice de vitalité économique. Parce que dans le secteur de l'Ouest qui l'envoie, l'indice de vitalité est de beaucoup plus supérieur. Nous, on est dans le dernier quintile. Espérer qu'on sera entendu. Merci, M. le maire, pour ces précisions. Je vais maintenant donner mes chaînes. Écoutez, bonjour, M. le maire, bienvenue à notre déjeuner. De votre côté, le quai, naturellement, les installations portuaires, c'est très important. Ça a été vendu. Ça a été vendu. Le groupe Océan qui a été pris possession. Très bien. On en parlait justement, moi et Pascal. On va faire une rencontre virtuelle. Pour le quai. Christina aussi, pour essayer de voir où est-ce qu'ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils demandent? C'est quoi les prochaines étapes? Où on s'en va? Il y a des projets importants aussi en lien avec le développement du groupe maritime Véro, qui est un gros joueur chez nous, naturellement. J'espère que vous serez entendus, vous aussi. Pendant que j'ai la parole, je Allez-y. vais parler aussi des pompiers. Vous savez que dans la région, on a des petits problèmes au point de vue de recrutement des pompiers. J'ai su, on en parle souvent à la MRC, on a beaucoup de pompiers qui travaillent l'été et l'hiver sont sur le chômage. Il y a un feu, ils vont, mais l'argent qu'on leur donne retourne à l'assurance chômage. Moi, personnellement, je n'irais pas éteindre un feu pour risquer ma vie pour rien. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire au point de vue. Mais c'est un exemple concret qui montre que le système d'assurance-emploi ne fonctionne pas pour des cas comme ça. Là. Donc, ça, c'est certain que ça a été amené par les groupes de défense de chômage, d'assurance-emploi. Si vous me permettez d'en ajouter sur ce sujet-là, non seulement ils ont une perte au niveau de leur assurance-emploi, mais les heures qu'ils font comme pompiers ne sont pas assurables. Oui. C'est comme... Il n'y a rien qui donne le goût d'aller. On est rendu au point de pouvoir penser à prendre les citoyens quand le camion va arriver, comment éteindre sa maison. On est rendu là parce qu'on l'a plus. On va faire ça bouge à quelque part parce que... C'est un immense défi aussi, puis vous le dites, il y a peu de gens qui veulent y aller parce que les conditions ne sont pas là, mais aussi on peine à trouver des gens. Ça, c'est un défi pour toutes les entreprises, pour toutes les organisations en ce moment. Quand je parlais d'Emploi Été Canada tout à l'heure, comment ça va bien? Est-ce que, je sais pas si c'était Denis ou un autre journaliste qui me posait cette question-là l'année passée, est-ce que les organismes sont contents de recevoir les sous? Oui, tout le monde est content, mais ils ne trouvent pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes qui veulent aller travailler ou il n'y en a juste pas. Donc, ça, c'est un défi dans tous les domaines, mais certainement que chez les pompiers, c'est un exemple très concret pour l'assurance-emploi. Donc, Mme Le Boutillier a dit que ça s'en venait, là, le projet de loi d'assurance-emploi. Alors, on espère que c'est vrai. Mais toutes les solutions ont été apportées déjà sur la table. Il y a eu consultation après consultation.
les bonnes idées, les solutions, on les connaît, il reste juste à les mettre en place. Ça prend une volonté politique, c'est sûr. Merci. Peut-être juste la solution du pompier robot qui sont installés dans chaque. Je vois. Mais c'est bien triste ce que vous amenez comme point. Merci, M. le maire. D'autres? M. Charest, oui? Je vais revenir sur la carte électorale. Vous dites que vous avez une réunion la semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez être accompagné d'une quarantaine de maires de la région? Si les commissaires sont rendus à nous, ne nous ont pas écoutés, semble-t-il, allons voir les commissaires pour leur dire qu'on n'est pas longtemps encore. Ce qui est triste, là, c'est que ma dernière comparution n'est même pas devant les commissaires. C'est devant un comité de députés qui, eux, entendent qu'est-ce qu'on a à dire, mettent tout ça sur une belle feuille, dans un beau rapport, et envoient ça à la commission. Moi, je me disais, bon, on fait ce processus-là devant des parlementaires pour qu'ils puissent, après ça, faire des recommandations au commissaire. Mais c'est même pas le cas. Alors, ils prennent ce qu'on dit, ça aurait pu être une lettre envoyée au commissaire directement, là. Donc, le fait que j'ai l'appui sur papier de ma communauté, ça, c'est très bien. Je vous invite à Ottawa si vous voulez venir assister au comité parlementaire. Ce sera public, et évidemment, là, je partagerai le lien si ça vous intéresse d'écouter en direct ou par la suite. Mais le fait d'avoir l'appui des gens d'ici, ça veut dire beaucoup déjà. Donc, ça, j'espère que ce sera entendu. On l'avait dit pourtant la première fois, puis j'étais contente de voir plusieurs maires, préfets qui sont venus témoigner devant la commission, mais si vous voulez vous remplir un autobus, moi je suis partante. Est-ce qu'il faudra ramener Les élus sont prêts. Est-ce qu'il faudra ramener les camions au centre d'Ottawa faire le blocage? Je n'ai rien dit, c'est un réflexe. Mademoiselle? C'est une suggestion, là, étant donné qu'on veut se faire valoir en tant que communauté. Ça se fait demander dans les écoles de juste filmer la vidéo avec Monsieur le maire et une grosse partie de la population qui crie et qui applaudit. Hey, salut, on est là, on est vivant, puis on veut rester nous. Il faut faire ça dans Star Academy. Je pense que c'est peut-être une bonne idée aussi. Quoi qu'il en soit, ça démontre les différentes façons où il faut vraiment jouer nos cartes parce que les mois sont comptés. La réponse tombe en septembre prochain. Merci beaucoup. Vraiment, j'espère que ce déjeuner-là est intéressant. André, vas-y André, absolument, oui. Pour Christina et aussi pour Pascal, on pense souvent, on parle beaucoup de pénurie de logement, ces choses-là. J'aimerais des programmes, si vous auriez les chances de faire travailler un petit peu les programmes qui tiennent compte de la réalité maintenant, autant la SHU, autant la SCHL, c'est la création de logements. L'inflation qui coûte beaucoup plus cher, et puis un entrepreneur qui veut construire des logements, autant sociaux ou à peu près n'importe quel logement maintenant avec de construction. Peut-être avoir une sensibilité à ça, puis travailler ça un petit peu. Des fois, les efforts qui sont demandés au niveau des logements sociaux par la municipalité, c'est énorme en fait de contribution, contrairement à ce qui pourrait être fait dans des grands centres. Donc, qu'il faudrait. Nous, on est sensibilisés, mais on a appris cette semaine qu'Accès Logis disparaît au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a décidé de l'abolir, ce programme FAQ, PHAQ. C'est pas une bonne idée. Il y a des promoteurs dans notre région. Christina et moi, on a réagi très positivement, par exemple, à une annonce qui a été faite à Métis-sur-Mer la semaine dernière. Des habitations abordables avec un promoteur local. C'est très innovant. Montjoly arrive avec une nouvelle résidence pour personnes en situation de handicap. Il y a différentes choses qui se font. Mais pour ce qui est du gouvernement du Québec, en tout cas, Accès Logis, c'est pas une bonne idée de l'avoir enlevé. Il y a même des MRC en Gaspésie qui veulent être promoteurs au plan du logement. On leur empêche de le faire aussi. Je ne sais pas si c'est le cas pour la Matanie. On n'a pas compétence. Mais Les MRC n'ont pas compétence. Vous n'avez pas la compétence. Moi, je vous trouve pas assez compétent pour connaître votre milieu. Mais le ministère, en tout cas à Québec, ne veut pas le faire non plus. D'ailleurs, les préfets sont sortis. Mathieu Lapointe, entre autres, là, dans la MRC d'Avignon que représente Christina. Donc, le logement, il y a du logement social, il y a du logement abordable, puis il y a le soutien aux entrepreneurs. Je termine en disant qu'à Rimouski, ils ont fait un déjeuner, en fait, une avant-midi de réflexion sur le logement, puis ils ont invité les entrepreneurs. Je suis assez convaincu que les obstacles à monter un projet de logement là, sont tous identifiés. C'est ça qu'il faut lever aussi. Des fois, c'est pas juste l'argent, c'est de lever des contraintes pour que quelqu'un qui a envie de bouger, laissez-les bouger. Lui, il est dans la bonne gang. C'est ça l'enjeu qu'on a. Puis maintenant, à Matane, on a une pénurie. Ça a changé un peu. On est rendu à 2,3, je pense.
Ça s'est amélioré un petit peu, mais on a encore un grand défi là, de loger notre monde correctement. Puis il y a des solutions qui existent aussi qui relèvent des familles, des fois. Les maisons bigénérationnelles. Je fais la promotion du documentaire de ma conjointe. Je vous l'enverrai si vous ne l'avez pas vu. Ça, c'est une solution qui est innovante. Quand on donne les moyens d'adapter une résidence pour avoir les grands-parents dans la maison. Donc, Accès Logis, retenez ça, c'est un programme assez populaire, malheureusement. Il n'existera plus. Absolument, merci pour la question et les commentaires. Pascal, c'est une préoccupation. Puis pas plus tard qu'hier, on envoyait une missive à la vice-première ministre, ministre des Finances. Le budget s'en vient à Québec comme à Ottawa. Puis on apprenait justement avec Mathieu Lapointe dans Avignon que dans les enveloppes de la SCHL, il n'y a plus rien, même si Québec disait oui, donc le fédéral va dire oui. Mais là, Québec dit oui, mais il n'y a plus d'argent dans l'enveloppe du fédéral. Alors, y a-t-il moyen qu'on s'arrange et qu'on se parle? C'est ça aussi le problème, des fois, le travail en silo. Donc, pour les logements abordables, mais tous les types de logements, on en a besoin ici. Là. Quand je pense aux étudiants qui sont partis à Québec, qui veulent revenir, qui sont partis ailleurs, puis ne sont pas prêts à acheter une propriété tout de suite en revenant, il n'y a pas nécessairement de logements, d'appartements de 4, 5 et demi. C'est pas trop disponible en région, donc il y a ces besoins-là aussi. Donc, merci pour la question. Puis, c'est une préoccupation, évidemment. D'autres questions? Oui. Qu'en vient-il avec le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu? Très bonne question. On est toujours à l'étude du projet de loi, normalement l'article par article, mais on a stoppé ça à cause des amendements peut-être problématiques que vous avez entendu parler, que le gouvernement a déposé sur les armes d'assaut. Ça sortait un peu de nulle part parce que le projet de loi portait sur les armes de poing au départ, donc ça a créé un tollé assez important. Donc, j'ai demandé au comité à ce qu'on réentende des témoins. Habituellement, ça ne se fait pas dans cet ordre-là. On entend les témoins au départ, puis ensuite, on étudie le projet de loi article par article. Mais là, étant donné qu'il y avait des amendements qui étaient totalement nouveaux, qui amenaient de nouveaux éléments, bien, on s'est dit peut-être que les chasseurs, peut-être que les communautés autochtones, peut-être que d'autres groupes pourraient venir nous dire leur opinion là-dessus. Donc, on est à ce stade-ci. On entend ces groupes-là, il reste 2 rencontres. Et autour de la fin mars, l'étude article par article devrait recommencer. Et tout indique que le gouvernement va revenir avec des amendements sur les armes d'assaut. Il y a toujours la question législative, c'est de la poutine un petit peu, là, mais de dire, au début, le projet de loi portait sur X, on apporte des amendements qui portent sur Y, donc ça va au-delà de la portée du projet de loi, c'est pas recevable. Alors là, le gouvernement est en train de faire une twist peut-être pour que ce soit recevable. Évidemment, ma position est assez simple là-dessus. Là. On est en faveur d'un meilleur contrôle des armes à feu en général au Canada pour qu'on ait des communautés plus sécuritaires. Après ça, si on décide que telle arme qui est utilisée pour la chasse est légale, puis telle autre qui est utilisée pour la chasse n'est pas légale, pour aucune raison spécifique, bien là, attends un petit peu, on va étudier la chose correctement. Donc, c'est un peu là où on en est. Sur les quelques centaines d'armes que le gouvernement voulait abolir, il y avait à peu près une vingtaine d'armes communément utilisées pour la chasse. Quand on parle d'armes d'assaut de style militaire, on dit, bon, c'est peut-être la mauvaise façon de nommer ces armes-là, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'ils ont été conçues pour le contexte militaire. Dans ce cas-là, la SKS, par exemple, rentre dans ces critères-là. Mais la SKS est désuète aujourd'hui pour un contexte militaire. Elle est utilisée pour la chasse par de nombreuses personnes, notamment des communautés autochtones, parce qu'elle est accessible sur le marché, pas trop cher. Donc, ça vient mettre en contradiction plusieurs critères. Alors, c'est de revoir les critères. Qu'est-ce qui est une arme qu'on dit militaire? Est-ce que le fait qu'elle soit conçue pour ce contexte-là, mais qu'elle n'est plus utilisée pour ça, ça la met quand même dans cette catégorie-là? Est-ce qu'on devrait changer la façon dont on catégorise les armes à feu? Donc, on est en train de tout revoir ça. Le gouvernement est minoritaire, donc évidemment, il a besoin d'un parti d'opposition pour l'appuyer là-dedans. Donc, on sent qu'on a l'écoute du gouvernement, les préoccupations que les gens sont venus nous donner. Nous, on les apporte, puis après ça, on dit, bien, si vous voulez un appui là-dedans, il faut que ce soit mieux défini. Donc, on est à peu près là. Le gouvernement est en train de retravailler sur ces amendements, puis devrait revenir avec ça, mais on a beaucoup de travail à faire au Comité de la sécurité publique. Là. Il y a notamment un projet de loi sur faire
excusez mon Dieu, un chien de garde qu'on appelle un peu pour l'Agence des services frontaliers, pour les gens qui voudraient déposer une plainte. Il n'y avait pas de personnes indépendantes pour réviser les plaintes, contrairement à tous les autres organismes de sécurité au Canada. Bref, il y a un projet de loi comme ça, un autre projet de loi sur la cybersécurité. Bref, on a de la job à faire à ce comité-là, et là, ça stagne à cause du projet de loi sur les armes à feu depuis quelques mois, puis on sent que ça va encore durer quelques mois, mais on espère arriver à quelque chose de productif dans les prochains mois. Merci, Nicolas. Une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin? Bien, merci beaucoup, encore une fois, pour votre présence. Merci beaucoup, Mme Michaud. Ce fut très intéressant. Merci beaucoup. Et j'en profite pour vous rappeler que notre prochain rendez-vous aura lieu le vendredi 29 mars prochain. Il y a Mia de l'équipe de DEN qui est le 24, Mia. Merci, Mia. Ferais-tu prendre le deuxième café? Le 24 mars prochain. On se reverra ici. Merci aussi à toute l'équipe du Polytechnique des Suites. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.